Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle masterclass Up Together. Bonjour Marion. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Auriez-vous la gentillesse de mettre un petit pouce dans le chat pour nous dire si vous vous entendez bien? Ouais, Alexandre est en train de taper, super, merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous, merci Aurélie, salut Anne, salut Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est réunis pour cette deuxième masterclass de l'année 2023 pour continuer à grandir collectivement dans nos pratiques au quotidien et autour d'un sujet qui d'ordinaire fâche. Ça prend de l'énergie et ça nous empêche d'être sereins. Ce sont ces fameux conflits qu'on rencontre beaucoup en entreprise. Et pourtant, ces conflits, c'est le quotidien de tout collectif qui avance, qui innove, qui partage. En gros, c'est la vie en entreprise, quoi. Et quand on est manager, nous devons nous servir de ces conflits justement pour améliorer l'efficacité, le bien-être de nos équipes, et plutôt que de les subir avec stress. Et ça, donc, c'est la théorie. C'est ce qu'on lit tous, c'est ce qu'on entend beaucoup, mais plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous réunir autour de cette thématique pour partager et vous donner plein de bons conseils pour réussir à gérer tout ça. Et c'est pour cette raison qu'on a demandé à une experte nationale sur le sujet de venir aujourd'hui partager avec nous à la fois sa lecture des conflits et les décortiquer. C'est ce que moi j'ai beaucoup aimé dans la préparation de cette masterclass avec Marion, pour les comprendre, parce que les conflits, il y en a de plein de sortes, et pour les traiter, il faut pas les, il faut bien les analyser, et justement pour mieux les travailler avec nos collectifs. Donc Marion Lambert, encore une fois Marion, merci d'être là. Elle est experte en médiation et en développement des collectifs en entreprise, et elle va pendant sa masterclass partager ses techniques et son expérience ici du terrain. Et ça, vous savez que chez Up Together, c'est important. C'est la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'en est une autre. Donc, encore une fois, merci d'être là, Marion. Et surtout pour une masterclass, je vous le confie, vous qui êtes connectés, une masterclass que Marion a vraiment préparée pour vous, avec beaucoup d'attention. Et voilà, donc merci encore pour tout ce travail en amont, Marion. Et avant de te laisser la parole, je vous rappelle que ces masterclass, elles sont interactives. Marion, elle est là pour partager avec vous, répondre à vos questions. On a préparé quelques petits sondages pour savoir un peu la température de la communauté aujourd'hui et quels sont vos degrés de connaissance autour de ces conflits. Donc n'hésitez pas à partager et à répondre à tout ça. Voilà, Marion est là pour ça. Marion, je te laisse la parole, et puis dès que c'est OK pour toi, tu me dis, j'envoie ton support. Super, merci beaucoup Grégoire. En fait, en venant ce matin, je me suis dit, c'est quand même une belle journée pour parler des conflits, parce que qu'on y adhère ou pas, c'est la Saint-Valentin. Et je pense que les conflits, ils s'invitent dans toutes les sphères de nos vies, et que dans toutes les sphères de nos vies, apprendre à mieux les appréhender, ça peut nous aider. Voilà, donc je trouvais ça très, très drôle. Je veux bien que tu mettes le support, Grégoire. Donc, Ouais. on va revenir en arrière. Comme tu le disais, moi je suis un acteur de terrain, je fais des ressources humaines depuis plus de 20 ans. Donc j'ai appris à me frotter, à me familiariser avec cette question des tensions et des conflits en entreprise. Je suis aussi manager, donc je les côtoie au quotidien, en tous les cas de temps en temps. Et ce que j'aimerais à travers cette masterclass, c'est vous partager des choses qui vous soient utiles, être dans le pragmatisme. Donc surtout, n'hésitez pas, comme l'a dit Grégoire, à poser vos questions, à interagir. Sentez-vous libre de partager vos réactions. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc Grégoire l'a dit, je suis formée à la médiation. Je suis médiateur en entreprise, et puis j'ai commencé à l'RH parce que j'ai un goût, une appétence pour les relations humaines, et au fur et à mesure, dans mes différents postes, j'ai commencé de temps en temps à être amenée à intervenir, à aider des collaborateurs, des managers sur ces questions des tensions, des conflits, etc. Donc j'ai complété mon parcours par plein de formations, puisque voilà, je suis curieuse de nature, et pour essayer d'être de bons conseils, essayer aussi d'avoir la bonne posture pour bien intervenir sur les conflits. Je souris parce que quand j'ai vu on parle souvent de la gestion des conflits,
Et pour moi, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut gérer des conflits? Est-ce qu'on peut avoir une approche gestionnaire quand on parle des conflits? Alors certainement parce qu'ils ont un coût, mais est-ce que quand on intervient, soit manager, quand on est impliqué ou directement ou pour ses équipes, est-ce que c'est une approche gestionnaire qui va convenir? Justement, je vais essayer de partager ça avec vous. Je suis très heureuse, vraiment. Merci Grégoire de passer ce temps avec vous. Je le cache pas, aussi un peu stressée, et j'espère vraiment que voilà, ça pourra être utile pour vous. Alors pour commencer, on a pensé à une petite question avec Grégoire. Quand on vous parle de conflit, c'est quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Quelle est l'image autrement qui vous vient à l'esprit? Et surtout, à quelle émotion c'est associé pour vous? Alors, à vos claviers, dans le chat, un mot, une expression, un animal. Moi, je vais mettre une couleur. Je te laisse, Grégoire, me dire quels sont les mots qui arrivent. Il faut savoir que dans la langue française, il y a plus de 50 mots pour parler des conflits. Alors, on est plutôt sur un champ lexical qui est pas très sympa. Ok. Ça va du porc-épic à la colère. Il y a des éclairs et des crises. Il y a de la tension, il y a du rouge, il y a beaucoup de rouge, il y a de l'agression, de la tension qui revient beaucoup. Donc voilà, un champ lexical autour du stress, de la tension, de la colère, peur, Ok. guerre, tristesse. Donc pas des choses très agréables. Très bien. Eh ben c'est super, on prend tout ce matin. Donc je vous disais plus de 50 mots, 50 synonymes. En tout cas, c'est ceux que j'ai recensés dans la langue française qui vont de l'évitement, de la peur, du changement à la guerre. Chacun de nous d'ailleurs va, en fonction d'un vécu très personnel, choisir un mot et qui va le qualifier. Moi, j'ai tendance à dire que les conflits c'est la vie. Alors ça vient pas de moi, c'est Bernard André qui l'a dit, parce qu'on les croise dans toutes les sphères de notre vie et qu'en même temps on peut pas vraiment les éviter. Donc j'espère qu'à la fin de cette masterclass, vous pourrez nous dire si c'est un ami pour vous, un ennemi, ou d'ailleurs ni l'un ni l'autre et autre chose. En tout cas, que vous aurez peut-être descendu votre niveau d'appréhension sur cette question des conflits. Et pour ce faire, on a imaginé avec Grégoire, vous dire un petit peu, c'est le conflit, qui es-tu, voilà, comment tu te composes, etc. Comment on intervient quand on est face à des conflits, avec les actions qui sont à vos mains, vous, managers, que vous pouvez déployer dans vos collectifs pour essayer de les prévenir, donc éviter qu'ils arrivent. Et puis finalement, quand ils sont là, comment on fait, quels sont les outils qu'on a à notre main, et puis est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul, est-ce qu'on peut demander de l'aide à un ami, etc. Donc le conflit, voilà tout ce que je vais essayer de balayer assez rapidement et sans être trop théorique. Quand on commence à regarder la littérature sur le management et autres, on se rend compte qu'il y a énormément de définitions du mot conflit. Alors là, je vous ai remis celle qui est finalement son étymologie quand on regarde ce que veut dire le mot conflit. Et donc c'est un mot latin et qui est finalement l'addition de deux mots qui veulent dire choc et heurt. Donc il y avait bien cette idée de quelque chose de pas agréable qui est une force, des forces antagonistes, pardon. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez partagé tout à l'heure. Mais en même temps, quand on se plonge dans la littérature, eh bien on voit que les conflits, donc je vous disais, certains disent que c'est la vie, d'autres disent qu'il y a un lien étroit entre notre capacité à se confronter tout en préservant la relation et que par moments ça peut générer des tensions, voire des conflits. Pour Dutz, le conflit, c'est l'émergence d'une dynamique interactive entre la compétition et la coopération. Donc finalement, est-ce que c'est quelque chose de très négatif ou quelque chose qui en entreprise peut être prôné, puisque la coopération, on la cherche tous, et la compétition peut nous faire grandir. Et enfin, je vous partage le signe chinois qui veut dire conflit, et c'est assez magique en fait. Quand on écrit la crise ou le conflit en chinois, on voit que ce sont deux signes superposés qui veulent dire danger et opportunité. Ça, c'est quand même super intéressant, ça, Marion, parce que le conflit, désagréable, voilà, peut-être culturel, mais ce qui est super intéressant, c'est que finalement, le conflit est source de vie et d'innovation. Exactement. En fait, c'est spontanément, tous, on va penser au conflit comme quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faudrait éliminer, etc. Et finalement, c'est quelque chose
qu'il faut regarder d'une manière différente, même s'il n'est pas toujours agréable à vivre, il peut être porteur évidemment de changements. D'ailleurs, on dit, certains disent que un conflit, c'est une résistance. Un conflit, c'est un système qui est en train de passer une étape. Donc voilà, c'est un changement qui doit se faire, qui a du mal à se faire, ou etc. Donc évidemment, dans une équipe ou dans une organisation, quand il y a un conflit, d'ailleurs c'est dans le cas des préavis de grève, etc., on le voit, c'est un changement qui est en train de s'opérer. Après, je vais vous le partager. Ce qui va être hyper important, c'est la granularité, le degré de ce conflit. Et les conflits, c'est la vie, oui, mais pas les conflits destructeurs, pas voilà ceux qui sont dans l'échelle, dans l'escalade qu'on verra tout à l'heure au maximum. Du coup, on a imaginé vous partager cette définition toute simple qui est que le conflit désigne une situation relationnelle structurée autour d'une opposition. Ce que je voulais aussi partager, tu le disais Grégoire, dans le signe chinois, c'est qu'on on se rend compte qu'il y a danger, opportunité, et c'est assez paradoxal d'avoir ces deux mots qu'on s'attend pas à avoir collés. Et c'est aussi toute la force des conflits, c'est que quand on traverse des conflits, ce qui peut être d'ailleurs très surprenant, c'est qu'il y a plein de choses contradictoires qui s'y passent, complètement paradoxales. Marion, est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu ton micro parce qu'on entend un tout petit peu d'air et c'est voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc la majorité d'entre vous, vous êtes en entreprise. L'entreprise, on pourrait dire que c'est un immense carrefour d'échanges relationnels continus entre individus. Le nombre d'acteurs impliqués fait qu'il y a une quantité d'interactions impressionnante. Alors, c'est ce qu'on a représenté avec les fils. Et finalement, toutes ces interactions, c'est des endroits où on multiplie les zones de dialogue, les zones de confrontation et donc potentiellement les zones d'incompréhension. Et ça, c'est la vie de chacun de nous en entreprise. De temps en temps, on ne se comprend pas toujours. Donc, l'entreprise, c'est un lieu d'échange qui sont soit fonctionnels, et grosso modo, on est d'accord et tout va bien. Soit on va commencer à avoir des zones où c'est un peu plus dysfonctionnel, des zones de désaccord, ce qui arrive immanquablement. Enfin, voilà, à moins que certains d'entre vous aient des vies professionnelles où tout le monde est toujours d'accord. Mais voilà, ça arrive régulièrement qu'il y ait des zones de désaccord. Soit le système a mis en place une régulation qui peut se faire spontanément, soit c'est une régulation qui est organisée, soit cette régulation un peu automatique du système entreprise se fait pas, et c'est là qu'on a des nœuds qui peuvent passer de la tension jusqu'au conflit qui peut être hyper destructeur. En tous les cas, ce que je voulais juste partager, c'est qu'on est tellement d'individus à interagir les uns à côté des autres qu'imaginer qu'on est toujours d'accord et que donc il n'y aura pas de zones qui vont être des zones un peu d'inconfort où on va être dans la confrontation, c'est un peu pour moi idéaliste et un peu voilà, donc impossible. Est-ce que c'est mieux comme ça le micro, Grégoire? Ça va, parfait, ouais, nickel. Si vous avez des réactions dans le chat, hein, si vous avez des entreprises où il n'y a pas de conflit, ou voilà, on est preneur aussi de vos retours, n'hésitez pas pour nourrir les échanges. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est que quand on parle d'un conflit, de quoi on parle? Généralement, c'est un espèce de grand tout. Les uns et les autres, on a pu être témoins ou entendre parler de conflits. Et quand on pose un regard extérieur, on ne comprend pas toujours. C'est comme une espèce de pelote de laine impossible à démêler. Ce que je voulais vous partager, c'est issu des travaux de Sabine Cormier, et c'est finalement ce que sont les trois composantes d'un conflit. Si on devait mettre dans une marmite, mélanger des ingrédients et voilà, est-ce que ça donne un conflit? On verrait qu'il y a un premier ingrédient qui est la tâche. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? C'est quoi le dossier qu'on a à rendre, etc. On a un autre ingrédient qui est le pouvoir, c'est-à-dire finalement la manière dont on va faire les choses, la manière dont on va avoir le système de contrôle est instauré, le système de délégation est mis en place, le comment on fait les choses. Et puis un troisième ingrédient qui sont les émotions. Nous sommes des êtres d'émotions. On ne peut pas faire autrement que de vivre des émotions. Et donc, ces trois ingrédients, en fonction de la proportion de l'un ou l'autre, va donner une forme de conflit. La première, finalement, c'est ce que certains appellent, en tout cas Sabine Cormier l'appelle le conflit cognitif. C'est quand
on n'est pas d'accord sur la tâche à effectuer, ce qu'on a à faire. Ça, c'est des conflits. Moi, j'aurais même tendance à pas les appeler des conflits. C'est des incompréhensions, c'est des différences et des tensions. On imagine que Grégoire et moi, on nous a demandé de monter un événement. On n'a pas de problème, on arrive à se parler, on a une qualité de lien, on a une coopération qui est toujours possible, mais on n'est pas d'accord, Grégoire et moi, sur la forme de l'événement. On va réussir à se réguler tous les deux. Et si c'est pas le cas, notre manager va intervenir. Et ça grosso modo, c'est pas des conflits qui vont prendre des proportions trop importantes s'ils sont régulés assez tôt. Moi, j'ai tendance à dire que ça, c'est des différences et des incompréhensions. On est dans une forme de partage d'idées où voilà, c'est la manière le dossier qu'on a à rendre où on n'en a pas la même vision. Là où ça se complique un peu, c'est quand les deux autres ingrédients que sont le pouvoir et les émotions, ce qu'on appelle la relation, notre manière d'interagir et ce que l'on vit chacun de nous, prend beaucoup de place dans le conflit. C'est ces conflits qui, vus de l'extérieur, sont incompréhensibles pour un tiers. C'est ces conflits qui apparaissent irrationnels. C'est ces conflits où, en fait, la part du subjectif, de l'irréaliste est hyper importante. Et grosso modo, ce qu'on va tous voir si on regarde des gens qui vivent ces conflits-là, c'est qu'on se dit mais ils n'arrivent même plus à se parler. C'est qu'il y a une qualité du lien, une qualité relationnelle qui n'est plus là et qui empêche de voir finalement la tâche qu'il y avait à faire, cet objet du conflit. Il est même plus perceptible. D'ailleurs, on peut, vu de l'extérieur, on se dit mais pourquoi ils se prennent la tête? C'est quoi le point de départ? Et ça, c'est dans ces conflits-là, vous avez une émotion qui est plus. On peut avoir des gens qui, même en entreprise, des claques qui se portent, des tons de voix qui augmentent. Et c'est généralement des conflits où dans le pouvoir, on est avec des rapports de force qui se sont installés. On a une forme d'autorité qui est mal posée, donc on peut avoir de l'autoritarisme, etc. Donc voilà, ce que je voulais partager, c'est qu'un conflit, on y retrouve ces composantes-là et qu'en fonction d'une proportion ou de l'autre, ça donne pas la même chose. Et du coup, je voulais vous partager, si on représente le conflit sous la forme d'un iceberg, donc avec ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, un conflit relationnel, si vous êtes extérieur, vous allez voir que le haut et vous allez forcément, vu que ce qui est immergé n'est pas visible pour vous, avoir une incompréhension totale parce que c'est tout ce qui va faire la relation. C'est ce que chacun de nous, on embarque, c'est nos valeurs, nos croyances, les perceptions, les interprétations, toutes nos émotions, tous ces besoins qui ont été bafoués dans le cadre des échanges qu'on a eus et qui sont pas forcément perceptibles. Et si on n'a pas à l'esprit que dans ces conflits relationnels, eh bien le cœur du sujet est ici, on va avoir tendance, et ce qui est tout à fait normal, à parler que du contenu, que de la tâche, et ça ne va faire que grossir le conflit, partant du principe que les personnes ne vont pas se sentir entendues dans ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent dans la difficulté qu'elles vivent et dans le conflit. Donc, on dit que les conflits relationnels, ils sont saturés par les enjeux relationnels. Juste Marion, on va faire une petite pause, parce que j'ai dans le chat des gens qui me disent que l'image est bloquée. Pour moi, ça fonctionne. Est-ce que c'est revenu pour vous? C'est bloqué pas sur l'iceberg, c'est ça? Je sais pas. Je peux faire un retour arrière. Excusez-nous, si vous pouvez retaper, voir si c'est OK pour vous. Il faut réactualiser. OK pour moi. Alors, ceux qui ont bloqué, OK pour moi. Bon, c'est bon, on peut retourner. Ceux qui ont eu un petit problème, n'hésitez pas à vous déconnecter ou à avoir connecté ou faire un petit refresh. On était sur l'iceberg, Marion. Excuse-moi, merci d'avoir. Pas de problème. Alors moi, quand je me suis formée à la médiation, ça a été hyper précieux, cette représentation du conflit. Ce côté un peu impalpable, voilà, et il paraît que dans les vrais icebergs, je sais plus la proportion, je crois que c'est 10 fois ou 20 fois plus important dessous, et de se dire que voilà, que tout ce pan-là, il nous échappe. Alors ça aide pas à savoir comment on va faire, parce que, et ça on va le voir un petit peu plus tard. En tous les cas, vraiment, pour nous managers, quand on va vivre un conflit, ça va être hyper précieux d'avoir à l'esprit qu'il y a différentes composantes pour pouvoir essayer d'intervenir au mieux et de savoir à quel stade du conflit on est rendu. Est-ce que finalement, on est sur quelque chose qui est
un besoin de réguler sur ce qu'il y a à faire et donc un plan d'action, enfin un brainstorming va suffire, ou est-ce qu'on est sur quelque chose où l'émotionnel est beaucoup plus prépondérant et où chacun des protagonistes va avoir besoin de se sentir entendu dans son vécu. Voilà, et entendu, ça veut dire pour le manager poser certains actes en particulier. Si vous avez des questions, je vous rappelle, alors, soit dans le chat où il y a le petit onglet questions, comme ça vous pouvez tous voter pour les questions des uns des autres. On les prendra au fil de l'eau et en fin de masterclass. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses qui vous viennent. Peut-être aussi se dire quelle forme peut avoir un conflit. Plein de formes différentes. Le conflit, il peut être déjà interne à un individu. Chacun de nous peut avoir des conflits internes. Chacun de nous peut d'ailleurs, à un moment, on va dire je me sens en conflit de valeurs ou je me sens, ça me tord de faire ça, etc. Il peut y avoir des conflits d'individu à individu, donc entre deux membres d'une équipe, deux membres d'une même équipe ou deux membres d'une équipe de deux équipes différentes. Il peut y avoir des conflits qui sont au sein d'un collectif, vous avez des systèmes de clans qui se mettent en place, les conflits aussi d'un individu face à un autre, face à tout le collectif. Vous avez des conflits inter à un groupe et vous avez des conflits organisationnels, etc. Donc en intra à une organisation. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on est un peu câblé comme ça. En tout cas, moi, je suis un peu câblé comme ça. C'est assez naturel chez l'humain de choisir. On aime bien ça. Je rigolais avec Grégoire en préparant cette masterclass parce que quand on regarde un match de foot ou un match, on n'a pas d'équipe préférée avant de commencer à regarder un match de foot, puis on finit par en choisir une. Voilà. Alors des fois, ça peut être complètement irrationnel ou voilà, on se reconnaît dans un joueur. Enfin bref, la nature humaine fait qu'on va souvent choisir un camp. D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un a dit un conflit, ça me fait penser à la guerre. L'histoire du monde montre que quand il y a eu des guerres mondiales, il y a toujours eu deux camps. Il y a toujours eu des alliances. C'est rarement tripartite. Je fais toute cette boucle pour expliquer que dans une équipe, quand deux personnes vont être en conflit, si on n'intervient pas assez rapidement, ce conflit il se gangrène au collectif. Indépendamment de notre volonté, c'est la force des choses, c'est la force de l'humain. Chacun va avoir peut-être besoin d'en parler, et surtout les autres membres de l'équipe vont choisir un camp, vont par objectivité, parce qu'ils se sentent plus proches d'une personne, parce que ça fait résonance avec ce qu'ils ont vécu, ils vont choisir un camp. Donc ça finalement, dans les conflits, on se rend compte que ça peut vite envahir un collectif, ça peut vite prendre des proportions qu'on n'avait pas imaginées tout au début. Je vous propose peut-être le petit sondage que je viens de mettre sur justement ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau de la communauté quel est le dernier conflit que vous ayez vécu, justement si c'était entre vous, une personne de votre équipe, votre N+1, entre deux membres de votre équipe, parce que les managers, c'est aussi ça fait partie de leurs attributions. Peut être intéressant de voir un peu ce que vous avez vécu. C'est dans l'onglet sondage. On est plutôt avec des membres de... Ah ouais, non, ça se régule. Entre deux membres de votre équipe. Ah ouais, donc on est plutôt... C'était pas forcément des conflits qui vous impliquaient directement. Ok. Entre vous, le N+1. Ok. Donc on est majoritairement, là, Marion, c'est en train de se stabiliser sur du 30% entre les managers et une personne de leur équipe. Eux avec quelqu'un de leur équipe. Oui, tout à fait. Ok. Ou avec le N+1 à 25%. Ok. Très bien. Ce qui est assez... quand on regarde un conflit, et soi-même manager, si ça intervient dans notre collectif, ou si soi-même on est impliqué dans ce qui peut être la tension, on le verra tout à l'heure, ça implique forcément une grande vigilance sur sa posture, sur l'influence qu'on peut avoir. Et c'est toute la difficulté de la posture du manager. Si je fais un petit pas de côté, quand on est manager dans une entreprise, on reçoit délégation pour incarner une forme d'autorité. On tient des cadres, que ça soit en termes d'horaire, etc. Donc on est un peu, on reprend la métaphore, on est un peu un arbitre, et un arbitre sur un terrain de foot ou autre. Il y a une norme et puis c'est lui qui va décider. Et le manager pour intervenir sur un conflit, on va lui demander d'avoir une posture qui est un peu différente parce que finalement, comme on l'a vu,
c'est très difficile de poser une norme quand il s'agit de gérer une tension relationnelle. Donc, on va lui demander d'avoir un costume qui est un peu plus proche de celui du médiateur. Donc, c'est celui d'une tierce personne qui est un peu neutre. Et c'est difficile soi-même quand on est manager, qu'on a forcément des affinités, des liens avec tous les membres de cette équipe, d'avoir cette position-là, de trouver la bonne place, la juste place et de ne pas donner soi-même la solution, mais d'être plutôt dans une position de co-construction, comme on le verra tout à l'heure avec les membres impliqués. Tout à l'heure, alors j'espère que vous verrez la diapo, je vous parlais un peu de cette escalade du conflit. Donc là, elle est hyper synthétique, mais c'est pour montrer que finalement, le conflit, c'est quelque chose qui évolue et que le temps n'est pas quelque chose qui fait bien son œuvre dans les conflits. Voilà, c'est pas quelque chose qui va généralement, en tout cas, moi je pars de mon vécu de manager ou d'acteur RH, c'est pas forcément quelque chose qui va jouer dans le bon sens. Généralement, quand on est sur les premiers stades du conflit, du 1, 2, 3, on est, comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur de la résolution de problèmes. On n'est pas d'accord, voilà, on ne sait pas exactement bien tout ce qu'on a à faire. Voilà, c'est assez basique. On est sur une situation habituelle où on a peut-être une forme de déception ou d'incompréhension sur ce qu'on avait à faire. On va faire de l'analyse d'irritants et puis on va réussir à s'en sortir. Des fois, on va demander à son manager de bien reposer le cadre de la demande. On va peut-être avoir une réunion où soi-même, en tant que manager, on va animer parce qu'on voit bien que la commande n'était pas claire. Donc, jusque-là, tout va bien. En tous les cas, les personnes, elles ont encore aucun problème à travailler entre elles. Elles peuvent tout à fait se mettre autour d'une table. Quand on va commencer à monter dans l'échelle, les choses vont un peu plus se tendre et grosso modo, le 3, là, c'est OK. Le manager peut intervenir. Les protagonistes ont vraiment le souhait de sortir de la situation qu'elles vivent par elles-mêmes et voilà. Le manager peut les aider, etc. Quand vous commencez à passer dans le stade de 4 et 5, on parle de médiation, on parle vraiment d'un tiers externe neutre qui va intervenir parce que finalement, on ne sait plus trop pourquoi on est en tension. L'objet du conflit a été oublié. On est dans une situation où l'irrationnel a quand même envahi pas mal la relation. Nos différences deviennent un vrai problème. Voilà. Et alors, quand vous crantez sur le stade d'après, qui est le stade 6 ou 7, vous avez ce qu'on appelle une forme d'adhérence entre le problème et les personnes. C'est-à-dire que l'autre devient le problème. Et on en vient au stade ultime de la fin de la relation. Des personnes ne peuvent plus travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on demande à un arbitrage, soit un juge, soit un directeur d'entreprise, d'acter. Et grosso modo, ce qui se passe, et ce que moi j'ai pu voir, c'est une personne qui change complètement de secteur où voilà, la relation professionnelle s'arrête. Et grosso modo, si on veut être beaucoup plus schématique, on passe d'un conflit d'objectifs à un conflit de position où les personnes, chacun se polarise sur sa position, à un conflit de personnes où l'autre devient le problème. Et en fonction de où on se situe dans cette échelle du conflit, les actions à poser ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi un moment, en tout cas moi je le pense, où soit manager, on ne peut plus intervenir seul, parce que ça devient trop compliqué d'arriver à s'extraire de ces jeux relationnels, de ce relationnel irrationnel qui envahit tout. Marion, oui. Sur le stade 4 de médiation, est-ce que le manager, on est OK qu'il ait un rôle de médiateur au sein de son équipe? Oui, il peut l'avoir. Il peut l'avoir. C'est à lui de sentir s'il est OK avec ça. Certains se sentiront plus à l'aise que d'autres pour le faire. Faut quand même prendre bien le temps de préparer ça. Mais ça peut être possible. De toute manière, quand on alors moi je suis formée à la médiation, donc j'ai un regard forcément aussi un peu biaisé. Et quand j'ai dû intervenir au stade de la médiation, c'est le manager venait me demander d'intervenir à sa place. Parce que ça impose quand même d'avoir un regard plutôt neutre et jusqu'où, en tant que manager qui connaît bien les membres de son équipe, on peut avoir ce regard neutre ou c'est pas toujours simple. Ok, merci. Les conflits, ça a un coût. Bon, je vais pas chiffrer en euros, mais voilà, ça a des coûts forts en termes individuels. De la perte de confiance, c'est la première chose, la baisse de coopération, du stress,
de l'arrêt maladie, des fois. C'est quand même pas rare que, en tout cas, moi, je le vois au quotidien, un échange qui s'est pas bien passé. Donc nous, on a une infirmerie dans l'entreprise où je suis. Les personnes vont à l'infirmerie, se sentent plus en mesure d'aller travailler, etc., temporairement. Donc, le conflit, ça peut aussi générer des sentiments de se sentir disqualifié, mal considéré, moqué, etc. Et puis pour l'organisation, le temps qu'on passe à parler d'un conflit parce qu'on en a besoin, c'est de la perte de temps, de la perte de performance. Donc ça a des conséquences, ça peut aller jusqu'au contentieux, au procès, à la sanction. Voilà. Et là, je vous rejoins, les conséquences d'un conflit, elles sont pas forcément positives dans un premier temps. Elles peuvent être positives quand on s'en sort et que chacun de nous fait le chemin sur qu'est-ce que ça m'a appris ou qu'est-ce qu'on a modifié dans le fonctionnement d'une équipe quand on a vécu ces tensions, etc. Du coup, je continue, Grégoire. Hyper bien, donc là vraiment, ouais, hyper chouette d'avoir, c'était ce que je disais en introduction, effectivement décortiquer pour bien comprendre ce qu'est un conflit. On trouvait ça important, effectivement, parce que c'est vrai que c'est un peu un mot valise, le conflit, la tension, mais là, effectivement, on a vu les différentes structures, et maintenant c'est OK. Maintenant qu'on a ce constat-là, qu'on a eu cette analyse, ce temps de pause et d'analyse, c'est comment est-ce qu'on intervient? Ouais. Alors, je suis désolée parce que la slide d'après, on est au moment du repas et peut-être que ça peut nous donner envie de manger aux uns et aux autres. On dit souvent que le sujet des relations est du registre du complexe et pas du compliqué. On dit d'ailleurs, et c'est Edgar Morin qui le dit, que le monde du vivant, c'est le monde du complexe. Alors, je vais essayer d'être simple avec des notions qui ne le sont pas forcément. En fait, dans le monde du compliqué, grosso modo, tout s'explique. Alors, moi, je l'ai jamais fait, mais quand on monte un avion, on peut séquencer, analyser chaque étape. Tout est sous contrôle. Alors, c'est pas forcément simple de monter un avion. J'ai jamais tenté, mais voilà. Mais rien n'est au hasard. C'est prévisible. Voilà, quand on met cette pièce-là plus cette pièce-là, on arrive à ça, etc. Ça va prendre du temps, mais avec de la méthode, voilà, on va y parvenir. On va aboutir au résultat attendu. Le plat de pâtes, c'est pour dire que dans le monde du complexe, alors c'est pas moi qui ai créé cet exemple, mais c'est exactement comme les uns les autres, on a déjà mangé des spaghettis. Quand on aura beau s'entraîner des années à effectuer la même rotation du poignet, il y a vraiment peu de chances pour qu'à chaque fois on obtienne un résultat identique, le même nombre de pâtes, qu'il n'y ait aucune qui tombe, etc. Voilà, si on fait plusieurs fois la même opération, on n'obtiendra jamais le même résultat. En fait, cette métaphore, c'est pour expliquer un peu ce qu'est ce monde du complexe où finalement, quand on fait les mêmes choses, on n'obtient pas toujours les mêmes effets et que chaque partie est nécessaire à l'ensemble. Tout est interconnecté. Et donc, c'est quand on va devoir et regarder ce monde des relations humaines, on va vraiment être dans ce registre du monde du complexe, où finalement les méthodos classiques de résolution de problèmes vont des fois ne pas pouvoir fonctionner. Et c'est cette grande différence que j'expliquais entre, voilà, on n'est pas d'accord avec ce qu'on a à faire avec, voilà, j'aime pas la manière dont l'autorité a été posée, je me ressens pas, voilà, c'est toute cette difficulté et comment, si on bouge quelque chose dans un système, ça va faire bouger tout le système. Si moi, Marion, d'un seul coup, je me mets à avoir une attitude complètement différente dans la masterclass, ça va forcément faire bouger Grégoire, etc. On va pas le faire, mais voilà, c'est rapidement comment on peut parler de ce monde du complexe. Donc, je voulais vous partager très rapidement, et je suis désolée parce que je vois l'heure qui tourne, cet obstacle, quand on se met dans cette position et qu'on se dit qu'on entre dans le domaine du complexe quand on regarde les relations humaines et donc la question des conflits, c'est quoi les 7 obstacles qu'il va falloir éviter si on veut commencer à être dans la résolution? Alors déjà, il va falloir éviter de chercher une cause. Et c'est très compliqué parce que finalement, monter des chaînes causales, c'est ce qu'on a appris. On a tous un esprit plutôt analytique. C'est comme ça qu'on est un peu formé. D'ailleurs, en entreprise, des fois, on nous demande de faire l'arbre des causes quand il y a des accidents et autres. Voilà, donc on va chercher une cause et à partir de cette cause, on explique tout le reste. Quand on est dans le monde de la relation, choisir une cause comme porte d'entrée, c'est faire un choix délibéré d'un moment où on commence à raconter l'histoire. Et choisir le moment où on commence à raconter l'histoire, c'est lui donner une coloration bien spécifique et créer une
un enchaînement d'événements. Dans la relation, vu que les uns et les autres, on interagit, mes mains montrent, on a une forme de circularité, voilà, c'est donneur, enfin récepteur, etc. Ça va être très dur de choisir la porte d'entrée, la cause à identifier qui est celle qui va commencer notre chaîne. Donc, dans un conflit relationnel, commencer à chercher la cause qui est la racine de tout, c'est prendre le risque d'une mauvaise voie et donc c'est choisir un point de départ qui, ça se trouve, n'est pas le bon et c'est commencer ou arrêter l'histoire pas au bon endroit. Donc, on dit plutôt qu'il faut chercher, que c'est plutôt multicausal, qu'il faut avoir un regard qui va aller chercher, identifier différentes causes pour regarder peut-être ces interactions relationnelles qui sont dysfonctionnantes. S'en tenir à la description d'une réalité qui serait une vérité absolue. Alors, je crois savoir qu'il y a des personnes qui sont formées à la PNL derrière les écrans. Alors, c'est la formulation de Korzybski qui est assez connue, qui est la carte n'est pas le territoire. C'est aussi ce que Paul Václavitch partage, et je vous montrerai sa citation après, qui est que finalement, imaginez que la manière dont je vois le monde et la manière dont tout le monde le voit, c'est un danger profond. Notre carte, la manière dont je regarde le monde, donc ma carte à moi, Marion Lambert, c'est ma manière dont j'ai mes capteurs sensoriels. Est-ce que je suis une visuelle, une auditive? C'est quoi ce qui est plus important pour moi? Est-ce que ça va être les sons, etc. En tout cas, ça va venir colorer la manière dont je regarde le monde. Et puis, on est en proie à plein de perceptions qu'on va filtrer. Donc, toutes les informations que je reçois là dans cette pièce, je vais les filtrer en fonction de tout un tas de choses qui font que je suis arrivée là devant vous après mes 46 années, qui sont mes valeurs, mon éducation, mes expériences professionnelles, mes expériences personnelles, mes croyances. Et tout ça, ça forge ma manière de regarder le monde. Imaginez que la manière dont moi je regarde le monde, c'est la manière dont Grégoire le voit, ou Sandrine, ou Sabine, ou Georges, et ben ça peut vraiment induire un biais assez fort qui est que on a tous la même perception d'une situation. Chacun a son modèle du monde. Chacun a sa vision du monde. Quand vous demandez d'ailleurs à deux personnes dans un conflit de vous raconter l'histoire, généralement vous pouvez tomber de votre chaise, vous dites mais c'est pas possible, elles n'ont pas vécu la même chose. Ça peut avoir vraiment vraiment, des fois, vous avez l'impression que c'était pas dans la même pièce. Donc, c'est comment chacun de nous, chaque matin, met des lunettes et regarde le monde fonctionner. Je ne sais pas s'il y a des questions, Grégoire, ou si c'est clair. Non, c'est clair. Il y avait Geoffroy qui nous demandait qui nous demandait ce qu'était la PNL, programmation neurolinguistique. Voilà, c'est vraiment, c'est un des présupposés de la PNL. Donc, la carte n'est pas le territoire. C'est comment chacun de nous, là, demain, si on raconte cette masterclass, on va la raconter aussi de la manière dont on l'a vécu. Et chacun de nous aura raison dans ce qu'il racontera, parce que ça sera le fruit de ses perceptions. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Tout à fait. Alors là, on arrive à la moitié de la masterclass, donc c'est super. Là, on est dans les temps. Et Marion, pour que tu aies aussi tous les managers qui sont là, la grande majorité sont dans les programmes Up Together. Il y a quelques petits nouveaux qui n'ont pas encore commencé. Donc c'est vrai que tout ce travail autour des visions du monde, des biais cognitifs, d'aller visiter le monde de l'autre pour mieux collaborer et améliorer notre qualité relationnelle sont vraiment des entraînements qu'il faut régulièrement avec nos coachs. Je vois Delia qui est là, je la salue d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Donc je pense que ça résonne en vous en fonction de votre maturité, ceux qui sont en fin de parcours, en début de parcours, mais on est dans la philosophie Up Together. Eh ben, c'est super. On va tous se faire un beau monde parce que vraiment arriver à chaque jour se dire la manière dont je vois le monde, c'est ma vérité à moi et c'est pas celle des autres. C'est vraiment, je crois vraiment qu'on se crée un monde meilleur. Donc je vais accélérer quand même. On vit dans un monde, les systèmes sont chargés de paradoxes, de contradictions. Et dans un conflit, on va croiser plein de choses qui vont nous apparaître contradictoires. Et notre vie en elle-même est contradictoire, porte les contraires. Voilà, la vie et la mort. On se dit que quand un conflit, c'est quand même la meilleure manière qu'ont gardé des gens pour rester en contact. Donc à la fois, je veux plus voir l'autre, mais je fais tout pour être en contact avec. En tout cas, je suis en contact avec lui quand je suis en conflit. Donc c'est penser que voilà. Il y a des paradoxes qui sont embarqués dans les systèmes dans lesquels on est. Négliger les contextes, nous sommes des êtres de contexte. Là, notre manière d'interagir est le fruit du contexte dans lequel on est.
certains d'entre nous font peut-être le choix des fois d'être d'une certaine manière dans leur famille. Enfin, on est peut-être quand même différent dans notre famille que dans le cadre professionnel. Tout est une question de contexte, de relation qu'on va établir avec les autres, de cadre relationnel que l'on va poser. Et dans des cadres relationnels spécifiques, on va poser des actes spécifiques qu'on ne poserait peut-être pas dans un autre cadre relationnel. Nous sommes des êtres de contexte, et gommer le contexte qui prévaut à un conflit, c'est quand même faire fi de tout le décor. Voilà. Et dans une entreprise, il peut y avoir les contraintes auxquelles les uns et les autres on est soumis. Le désir de changer l'autre, c'est pas moi le problème, c'est Grégoire. En fait, s'il avait fait ça, on n'en serait pas là. Non, Marion, c'est toi le problème. Voilà. Et donc vraiment, s'il pouvait faire autrement, tout irait bien. Enfin, je vous assure, je vois pas ce que j'ai. Voilà. Bon, bref, je plaisante, mais des fois, on peut avoir envie de se dire qu'on aimerait que l'autre fasse autrement. Et voilà. Et ça peut être. Et pourtant, chacun de nous n'a pas envie de se changer. Donc, ce qu'on peut changer, c'est la manière dont on va interagir, et pas la manière, voilà, qui nous sommes profondément. Et puis, les biais cognitifs, il y en a plein. Hein, et dans les conflits, il y en a plein qui peuvent s'inviter. En fait, je viens d'en poser un indirectement. Il y a les biais d'attribution, par exemple. C'est chacun pense que son comportement à lui est raisonnable et approprié, que c'est celui de l'autre qui ne l'est pas. Les biais de polarisation, la capacité qu'on peut avoir à regarder le monde en noir et blanc et sans aucune nuance. Donc tous ces biais-là, les biais cognitifs, on en parle beaucoup. Puis il y a une masterclass aussi des fois. Il y avait une masterclass avec Florence Marty, effectivement, qui a été dédiée sur les modèles mentaux et les biais cognitifs, sur comment ils nous structurent pour prendre des décisions et faire collectif. Ça peut être des alliés, mais si on n'en a pas conscience, ça peut nous pénaliser justement dans les conflits et dans la qualité relationnelle. Eh ben, c'est super. Et donc, quand on a conscience de tout ça, quand on arrive à faire tout ça, grosso modo, on est un peu plus armé pour rentrer dans le monde du complexe et des relations. Et donc, normalement, on va pouvoir intervenir d'une manière moins, j'allais dire plus efficace ou efficiente, mais peut-être moins destructrice humainement, en tous les cas, moins normalisée. Peut-être plus écologique, pour reprendre un mot un peu à la mode, parce qu'il y a aussi la préservation de soi dans cette histoire en tant que manager. Ouais. Alors, je ne peux pas faire une masterclass sans parler de Paul Václavic. Je suis désolée, donc c'est une citation que je trouve exceptionnelle, hein, mais je pourrais donner à Grégoire une intervention. Alors, il n'est plus de ce monde, hein, Paul Václavic, mais qu'il a fait, où il explique justement à travers plein d'exemples la question de cette vision du monde. Voilà, donc croire que sa vision de la réalité est la seule réalité qui soit est la plus dangereuse des illusions. La vision du monde de chacun est et demeure une construction en dehors de laquelle rien n'a une existence propre véritable. Voilà, donc il faisait partie de l'école de Palo Alto, hein, il a énormément travaillé sur les enjeux de communication. Et tant mieux si c'est quelque chose que vous prenez, que vous appréhendez beaucoup chez Up Together, parce que c'est vraiment un fondamental quand on se balade tous les jours dans l'entreprise ou dans nos relations. Une autre petite image, alors on peut tous à un moment être un petit hamster. Paul Václavic, il dit aussi, le problème, c'est la solution. C'est partir du principe que finalement, on est tous câblés sur un format d'analyse rationnelle et linéaire. Moi, Marion, il est fort possible que face à un problème que je vis, je fabrique toujours la même famille de solutions. Et qu'en fabriquant toujours la même famille de solutions, plutôt que de réduire mon problème, je ne fasse que le faire grossir. Et c'est donc partir donc c'est pour ça qu'il dit que le problème c'est la solution. C'est que voilà, comme on pense poser des solutions, finalement on fait grossir notre problème. Et finalement, c'est pour ça qu'on peut se dire que partager, et exactement comme vous le faites vous dans les groupes, hein, partager un regard sur situation et changer de lunettes, ça peut être très aidant. On n'est même des fois pas conscient qu'on est en train d'agir comme ça. Et en tous les cas, quand on est sur la sphère des conflits, on va peut-être vouloir essayer d'en sortir et on va peut-être toujours faire de la même chose et donc obtenir toujours le même résultat. Et Marion, si on prend un peu d'auteur par rapport à tous ces sujets-là, parce que c'est vrai que quand tu nous dis tout ça, et encore une fois, nous, c'est ce qu'on travaille dans les groupes Up Together, pourquoi est-ce que culturellement, on est toujours dans cette zone très analytique où il y a un problème, il y a une solution, il y a une vision du monde? Toi, tu te l'expliques ou pas?
je ne je me l'explique pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas. C'est plutôt un vécu. Je pense que on doit décider toutes les 15 secondes, on prend des décisions. Hein, et donc, je pourrais imaginer qu'assez tôt à l'école, on nous formate comme ça. Et donc, c'est une manière de penser qu'on a construit avec le temps et qui devient un peu automatique. Donc, quand même, ça oblige autrement, ce monde du complexe, à faire un pas de côté et à apprendre des postures, une manière de regarder le monde autrement que finalement, en tout cas moi, j'ai pas appris sur les bancs de l'école. Alors j'espère que ça c'est le cas aujourd'hui, mais pour l'instant c'est pas trop le cas chez mes enfants. Mais voilà, c'est une manière d'aborder le monde. Alors les uns et les autres en entreprise, on se forme et les managers d'aujourd'hui commencent à penser comme ça. Mais j'ai pas de réponse absolue. C'est la réponse que moi je me fais aujourd'hui. Merci. Et donc pour rebondir, finalement cette pensée systémique un peu ou complexe, elle vient se heurter à différents modes de pensée hein, qui sont plus automatiques chez nous, la pensée rationnelle. Voilà, par exemple sur un sujet en entreprise, on va avoir tendance à dire on a bien expliqué le bien fondé du projet, tout est cohérent et explicite. Donc maintenant, il devrait y adhérer. La pensée psychologique, c'est un peu non, mais c'est parce que c'est de sa personnalité, c'est une question de personnalité, les changements, ils aiment pas ça en fait. Donc on va vite en venir à se dire que c'est un diagnostic qui est posé un peu sur les personnes. La pensée normalisante, c'est il est évident qu'il faut changer, Grégoire. Donc c'est comme ça, c'est une évidence. On n'a pas d'autre option. Puis la pensée magique, c'est ça ira mieux avec le temps. Donc toutes ces formes de pensée, elles sont embarquées. On peut tous les avoir hein, sur différents sujets, et elles s'éloignent de ce mode de pensée plus complexe qui est quand même moins évident. En tout cas, moi, c'est une discipline de chaque jour d'arriver à rentrer dans cette pensée plus complexe. Et en tout cas, en tant que manager, quand on veut intervenir, on doit se centrer sur une forme de compréhension des relations et des processus plutôt que sur les éléments pris indépendamment. Donc avoir ce mode de pensée, etc. Y compris regarder comment nous, managers, on influence le système dans lequel on est. D'où les limites quand on doit intervenir soi-même sur un conflit dans lequel on est embarqué. Marion, oui. Avant que tu rentres dans tous les outils que tu vas nous partager de ton vécu, on a une première question de Philippe, et merci Philippe. La première, c'est jamais la plus facile. Justement, il disait comment sortir de son schéma mental, ne pas être dans une forme d'analyse cartésienne. Parce que ok, c'est chouette de le dire. Maintenant, concrètement, moi Grégoire ou moi Philippe, je veux sortir de ça, faire ce pas de côté. C'est quoi ton conseil ou ta recommandation? Déjà, c'est super d'en avoir conscience. Tout le monde n'a pas forcément conscience qu'il est en train d'avoir une forme d'analyse spécifique de la situation. D'accord. Moi, Marion, ce que je fais, je me mets à la place des autres, par exemple. Si je pars d'une situation qui se joue avec un membre de mon équipe, je vais me mettre à sa place. Je vais chausser les lunettes d'Angélique et me dire, mais elle, si je suis assise à sa place, si je vois le monde fonctionner de sa fenêtre, qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est quoi ses relations avec les autres, etc. Donc, ce qui marche pour moi, c'est de me mettre à la place des autres, de prendre la place de quelqu'un d'autre. De me dire aussi que peut-être que ce que je vois, la manière dont je décide de regarder l'histoire, elle est sans doute pas complète. Vous savez, j'avais pris un dessin que j'ai pas pu mettre dans ma presse. Ça porte un nom, ces dessins en ce moment où on part d'un point et on remonte et on voit tout le dessin. Et ça peut être à sens inverse, hein, c'est en zoom. Est-ce que j'ai une vue globale? Est-ce que si je prends un peu de la hauteur, dans quel contexte ça s'est joué, etc. C'était quoi les événements qui se sont déroulés pendant ce temps-là, etc. Donc, je pourrais inviter Philippe à prendre la place d'autres acteurs, à déjà c'est génial d'être conscient que peut-être on a un regard qui est biaisé entre guillemets, et donc faire ces exercices-là, de se mettre à la place des autres, de se dire mais peut-être que les hypothèses, poser des hypothèses en fait. Peut-être qu'il y a eu ça, peut-être que c'est ça, et si je faisais ça, et tenter différentes choses. Parce que Sophie rebondit en disant, est-ce que c'est vraiment possible de se mettre à la place de quelqu'un sans se tromper?
Et quel risque on prend si on se trompe? Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de se tromper que de ne pas le faire du tout. Et d'ailleurs, on partagera tout à l'heure la petite matrice décisionnelle. Donc, si je me mets à la place de quelqu'un et si je décide de changer la manière dont j'agis dans une situation, qu'est-ce que je vais y gagner, qu'est-ce que je vais y perdre, etc. Et tout le temps où je fais ce cheminement, ou peut-être, je rejoins Sophie, peut-être que je vais me fourvoyer, je vais quand même sortir et m'extraire de mon point de vue et quelque part me rapprocher de l'autre. Donc, c'est tout un moment. Moi, c'est tout simple. Je prends une feuille, un crayon. Moi, Marion, manager, je dessine ce qui est en train de se passer, etc. Et pendant que je fais ça, je m'oblige quelque part à regarder différemment la situation. Après, peut-être qu'on se trompe. Il y a un truc qui est super, c'est qu'on peut interroger les gens. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des relations tendues avec des acteurs. J'ai préféré qu'ils me disent, écoute Marion, j'ai besoin qu'on parle. Il y a un truc que j'arrive pas à sentir dans notre relation, plutôt qu'ils n'en parlent pas. Alors ça se prépare, c'est pas évident. Je suis entièrement d'accord. Mais entre humains, quand on arrive à poser les mots, à créer les espaces où on peut se parler, je pense que on arrive à mieux se comprendre. Ok, merci. Vous me dites, Philippe et Sophie, si vous voulez rebondir encore, on poursuit et n'hésitez pas. Alors, je vais vous partager ce que moi j'appelle un peu des actions préventives. Je suis manager, je vais avoir un collectif, je vais être membre d'un collectif. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter toutes ces zones de tension, voire ces conflits? Alors, c'est ma marotte, Grégoire le sait. D'ailleurs, j'en ai posé un sondage. Tu te rappelles? Oui. Le fameux cadre. Tu veux que je lance maintenant le sondage? Ouais, super. Et puis peut-être pendant que les uns et les autres répondent, je peux expliquer pourquoi c'est ma marotte. Au-delà du fait que j'adore le foot par procuration, en fait. Mais en fait, les uns et les autres, on a besoin de cadres. Tout à l'heure, on l'a dit, un cadre, ça pose aussi un contexte, ça pose des frontières relationnelles. Les uns et les autres, quand on interagit dans des cercles différents, dans notre famille, dans notre équipe de foot ou en entreprise, on interagit dans un contexte et ce contexte, il est régi aussi par un cadre. Ce cadre, on en a besoin. On en a besoin parce qu'on a besoin de savoir ce qui est dans le jeu et ce qui est hors jeu. Donc, on en a besoin parce qu'il pose des limites, donc il pose des frontières et donc il nous met les uns et les autres en sécurité. On en a besoin de sécurité, c'est pas un vilain mot. On a besoin de se sentir à l'aise avec les personnes avec lesquelles on va interagir au quotidien. On en a besoin parce que pour être dans l'autonomie, pour prendre des initiatives, il faut se sentir en sécurité. C'est un prérequis. Quand on dit on va donner de l'autonomie aux équipes, ok, mais si vous leur avez pas donné de sécurité, ça va pas être possible en fait. Donc et après on rejoint les 3 P qui sont ça peut-être que vous l'avez aussi partagé les 3 P protection, permission, puissance. Quand je me sens en sécurité, je vais pouvoir prendre des actions et je vais pouvoir exprimer toute ma pleine puissance. Et pour moi un cadre c'est ça. L'autre fois on avait filé la métaphore du code de la route. Si demain les uns les autres on va sur la route en trottinette, en voiture et autres et qu'il n'y a pas de code de la route, on va avoir un problème assez rapidement. On a posé justement dans le sondage, on a une petite trentaine de répondants. Vous êtes 63, donc pour ceux qui sont en train de commander leur repas ou de parler à un collègue, n'hésitez pas à aller répondre pour savoir si vous avez posé ce fameux cadre sécuritaire avec votre équipe pour qu'on ait un peu les tendances au niveau des... Ah voilà, il y en a certains qui sont en train de répondre, je vous remercie, c'est chouette. On a quand même 40% qui nous disent non, j'ai pas posé de cadre. Et on en a 20% qui nous disent oui, mais ça fait longtemps. Donc on est quand même à 60% de managers up together qui disent soit pas de cadre, soit un cadre, mais qui est peut-être voilà, qui a été posé il y a longtemps. Et donc 37% maintenant qui disent oui et je l'entretiens. Donc c'est quand même pas une majorité. C'est pas voilà. Donc important que tu l'aies en tête. Donc je pense que tous tes conseils pour poser ce cadre vont être bien reçus. Super. Alors, je vous partage juste une manière de le poser, tout simplement. Il peut y en avoir plein d'autres. Moi, c'est celle que j'utilise avec mes équipes. Grosso modo, on fait un atelier en équipe et chacun est invité individuellement à regarder ce qu'il exige
ce qu'il souhaite, ce qu'il tolère et ce qu'il interdit. C'est une manière de poser un cadre. C'est une manière aussi, c'est hyper riche quand on mène un atelier comme celui-ci, parce que au fur et à mesure, on va s'accorder sur les règles communes, sur la manière dont on va interagir les uns avec les autres. Et donc, on imagine bien normalement minimiser les zones d'incompréhension ou de tension, parce que Marion, elle pensera que c'était OK de faire comme ça et qu'en fait, elle savait pas que pour Grégoire, c'était une problématique. Quand on pose un cadre au sein de son équipe, c'est hyper précieux de commencer par demander une expression individuelle à chacun. Parce que le groupe, c'est très puissant et très positif, et en même temps, ça peut priver, tellement influencer que ça peut priver les expressions individuelles qui sont pourtant, sur un sujet comme celui-ci, hyper importants. Surtout quand on parle de ce qu'on interdit, parce que vous verrez, ça peut être assez étonnant ce qu'il ressort. Et dans mes équipes, à chaque fois, on a eu énormément de discussions autour de l'humour et de grosses discussions autour de la différence entre l'humour et l'ironie. Et c'est précieux de permettre à chacun de s'exprimer. Ce qui est aussi précieux, c'est d'avoir à l'esprit qu'en tant que manager, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse tout pour favoriser le coopératif et autres, on a forcément une influence sur son collectif. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est aussi ce qui fait que on va être reconnu comme meneur d'équipe et autres. Mais donc, quand je dis ça, je dis en tant que manager, on s'exprime en dernier. Parce que si Marion, par exemple, elle met son post-it la première et qu'elle dit on interdit l'humour, je pense que les membres de mon équipe qui disent ouais, on exige l'humour, ils vont peut-être pas oser y aller spontanément. Donc, c'est hyper important de laisser un temps d'expression à chacun. Parce que Marion, on se projette, je fais partie des 60% de ceux qui n'ont pas de cadre où ça fait un peu trop longtemps. Je me dis, allez, on rentre des vacances de février, mars, début avril, on repose le cadre. Est-ce que en 2 minutes, tu peux me dire comment je mène ma réunion et comment ça se passe? Tu dis là, par exemple, je laisse exprimer les individualités, mais en gros, vraiment très opérationnellement, c'est quoi? Je fais ça dans une salle, on est en rond, on a des post-it. C'est quoi tes conseils? Mon premier conseil, c'est de faire ce qui va te mettre hyper à l'aise, toi, Grégoire, parce que comme tu vas mener l'exercice, il faut que tu ne te mettes pas en difficulté, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui requiert d'être en présentiel, aussi parce que je suis hyper sensible aux expressions non verbales et que le Teams ou autre m'en prive beaucoup. Donc, moi, j'ai toujours fait ça en présentiel, dans une salle. Je m'excuse pour la planète, mais j'ai toujours fait ça avec des post-it. Alors après, maintenant, il y a plein d'outils en numérique qui font ça très bien, les tableaux et autres. Et je dis à chacun, je donne grosso modo quelques minutes, 8 minutes pour que chacun réfléchisse à ce que sont ces post-it à poser sur chacun des 4 catégories. Et après, individuellement, les partage. Chacun va poser ses post-it. Par exemple, tu commences par qu'est-ce qu'on exige? Et chacun dit ce qu'il exige. Et là commencent les débats. Et toi, en tant que manager, tu dois vraiment animer ces temps-là. Et je vous ai mis peut-être les petites peaux de banane à éviter. Donc, c'est beaucoup de reformulation, de clarification, parce qu'on a tous des mots valises. Moi, j'ai besoin de confiance. J'exige la confiance, Grégoire. OK. Ça veut dire quoi, la confiance pour toi? Ça se concrétise comment? Comment tu vas savoir que les autres membres de l'équipe te font confiance? Comment toi, tu donnes de la confiance? C'est quoi tes manières à toi, Grégoire, de donner de la confiance? Et donc, on décortique tout ce qui peut être des mots valises pour arriver à en écrire une règle qui parle à tout le monde. Et puis, c'est ces moments où on va faire le choix. Est-ce qu'on est tous OK? Parce qu'à la fin, on s'y engage. Est-ce qu'on est tous OK pour dire que ça, c'est nos règles, donc que c'est OK pour qu'on exige ça, etc. Donc, comment moi, je l'anime. J'entends aussi que certains ont posé des règles, etc. Et les ont pas forcément fait vivre, entre guillemets, ce que moi j'appelle faire vivre. Des règles de vie, ça se regarde régulièrement. Moi, je les regarde grosso modo, on les fixe, vu qu'à chaque fois qu'un collectif bouge, on les revoit. On les partage, on demande à celui qui arrive s'il est OK, s'il veut ajouter des choses, etc. Et puis, peut-être au bout de 5-6 mois, on se dit, où est-ce qu'on a été bon? On sort les règles et on se dit, qu'est-ce qu'on a bien réussi à faire? Qu'est-ce qui est devenu un ancrage d'équipe? Où est-ce qu'on a été peut-être un peu moins attentif, des choses qui nous ont échappé, les choses sur lesquelles on doit travailler, etc.
Donc voilà, chacun vote grosso modo. Hein, il y a plein de manières de voter. On dit, on met des gommettes. Là, on a été bon, vraiment. Ça, c'est ancré, c'est notre fonctionnement d'équipe. Là, par contre, faut qu'on pose des actions parce que ou qu'on soit vigilant, ça nous a échappé, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait vivre ces règles de vie, c'est comme ça qu'elles s'adaptent au contexte. Voilà, est-ce qu'on a changé? Il y a des jours qui ont changé dans notre ligne managériale et autres. Ces règles de vie, elles viennent surtout questionner nos modes de relation d'équipe. Vous le verrez après. Moi, je pense qu'il faut bosser dans une équipe les RACI, les rôles, responsabilités de chacun. Là, on est vraiment sur notre cadre relationnel, la manière dont on va travailler les uns avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui doit vivre et c'est quelque chose, c'est la vraie vie où il y a des moments où ça va un peu dysfonctionner ou être moins évident. On est combien là dans cette pièce là avec nos post-it et en présentiel, Marion? Parce que chez Together, on a des managers de managers, on a des managers qui gèrent juste 2 personnes. Pour toi, c'est quoi le maximum voilà, pour faire cet exercice? Je ne sais pas s'il y a après, ça requérait une animation spécifique. Moi, je l'ai déjà fait jusqu'à 20 personnes, en fait, avec mon équipe. Et voilà. Mais ça marche à partir. C'est juste pour qu'on puisse un peu se projeter parce Bien que sûr. Souvent, je trouve que théoriquement, ça nous parle beaucoup. Là, moi, ce que je souhaite, c'est que les managers de la communauté disent, OK, en fait, voilà comment je mène ma barque suite à la masterclass. Donc, super. Bien Merci sûr. beaucoup. Après, comme je le disais, c'est un cadre. Et comment on fait quand il y a des attaques au cadre? Donc, soit on a régulièrement, peut-être une fois ou 2 fois dans l'année, on a un temps de régulation sur ces règles de vie où chacun va pouvoir partager là où il trouve qu'on a, voilà, en tant qu'équipe, on aurait pu faire autrement, etc. Soit ça va se faire dans les intervalles. Donc, comment on régule des attaques au cadre, sachant que le manager, il n'a pas n'importe quelle place. Donc, grosso modo, il peut réguler en one-to-one avec quelqu'un dans son équipe. Et après, c'est le manager lui-même qui peut par moment ne pas forcément avoir respecté une des règles et donc est-ce qu'on pose soi-même comme manager dans les règles de vie qu'on est tous responsables du cadre et que donc en tant que manager on est OK pour qu'un membre de notre équipe vienne nous dire quand on n'a pas respecté quelque chose, etc. Moi je l'ai posé comme règle, donc j'ai posé que mes équipes c'est OK quand voilà, j'ai mes dysfonctionnements ou que j'ai été moins attentive à un point, qu'on vienne me le dire, etc. Donc un cadre. Alors, ça marche ou pas? C'est ça la question qu'on a tous au bout des lèvres. Est-ce que tes collaborateurs sont venus te voir? Ouais. Okay. C'était sur. C'était tout simple, hein. C'était Marion, on a tous besoin de te voir individuellement, au moins une fois tous les 15 jours en individuel 30 minutes. Et il y a un moment pris dans le feu de l'actualité, j'avais fait sauter des points. Ils sont venus me voir. Okay. Donc c'était ces besoins de régulation en B que moi j'avais, et donc ça a marché. Après, ça fait la majorité des gens avec lesquels je travaille, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je travaille avec eux. Donc, il y a une espèce de maturité d'équipe qui s'est instaurée. Et il y a des règles qui sont devenues, je disais, incarnées, intrinsèques. Donc, c'est aussi quelque chose qui évolue avec la vie d'un collectif. Je passe à la slide suivante. Quand on est manager, donc on peut poser des règles de vie dans toutes les actions préventives qu'on peut poser, hein, et ça, évidemment, vous le faites. On se doit d'incarner une forme d'exemplarité. Je le disais avec cette question des cadres, des règles de vie, c'est-à-dire ce qu'on aimerait que les autres fassent, il faut qu'on arrive à se les faire soi-même. Donc c'est comment aussi j'incarne la posture de manager attendu, comment je suis respectueux des règles posées par l'entreprise, etc. En tout cas, moi dans mon vécu dernièrement, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, etc. Il y avait des règles sur le présentiel, le télétravail, etc. Est-ce que moi, Marion, je donne l'exemple ou est-ce que j'impose des règles de retour sur site et autres dont je fais fi moi-même? Donc d'ailleurs, ces questions d'exemplarité avec l'hybridation du travail, l'organisation, voilà, le manager, il est aussi beaucoup regardé, en tout cas je trouve, dans ce qu'il va incarner et porter. Définir les RACI, les rôles et responsabilités dans une équipe, qui est responsable de quoi, qui pilote quoi. Il y a ceux qui contribuent, mais il y a ceux qui en sont responsables. Moi, régulièrement, j'ai besoin de clarifier sur des dossiers un peu transversaux, qui est le pilote, quoi.
qui sont ceux qui vont référer à un pilote, et c'est poser, clarifier, etc. Je suis contributeur, ok, mais voilà, il y a quelqu'un qui va piloter, qui contrôle, on supervise quoi, c'est hyper précieux dans une équipe, et j'accélère, hein, Grégoire. En tant que manager, c'est quelles actions de contrôle, de supervision que je vois passer, et tout ça, c'est décodé auprès d'une équipe. C'est aussi accepter, en tout cas moi, que on va, en tant que manager, pas avoir adapté sa supervision en fonction des membres de son équipe, parce que le niveau d'autonomie et de maturité va pas être le même chez tous les membres de son équipe. Voilà, prenez la confrontation. Si on a envie d'un collectif qui se dit des choses, donc on va prôner la confrontation, on va permettre les débats. La confrontation, c'est pour moi, c'est une grande preuve de confiance. C'est accepter qu'on soit pas d'accord et ouvrir un espace où on va pouvoir se dire les choses, et après on va acter une décision qu'on va tous porter. Donc on évite les débats ou les positions un peu passives, agressives, donc les débats qui sont en dehors des réunions, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les débats en réunion. Et donc on évite cette déperdition d'énergie et des risques de tension, parce qu'on n'aura pas pu poser son idée, son vécu, etc. Je vais accélérer. Et Marion, juste, il nous reste 20 minutes, donc posez vos questions. Moi, vraiment, tu dis qu'il faut accueillir effectivement ces divergences, des gens qui sont pas d'accord. On fait comment avec un collaborateur qui est jamais d'accord, et on a beau essayer et quand c'est sur le même point et que ça tourne en boucle? Et qu'il l'exprime dans des réunions collectives. Entre autres, ou en one-to-one, et on voit, en fait, on n'arrive pas on est dans une boucle. J'imagine qu'il n'y a pas de potion magique, hein, mais voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont une manière de prendre leur place dans le collectif, qui est d'être dans une posture de plainte ou etc. Et en même temps, leur plainte elle veut dire quelque chose. Donc, moi, j'aurais tendance à, quand ça arrive dans le collectif, dire ok, j'ai entendu que voilà, c'est une idée qui te parle absolument pas. On reprendra un temps pour en parler ensemble, parce qu'il doit y avoir des choses que tu as envie de partager auxquelles je n'accède pas. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire du one-to-one pour essayer de décoder. Alors c'est cette situation de prendre la place de l'autre, je le fais beaucoup dans ces cas-là. Je suis pas à ta place, donc qu'est-ce que je ne vois pas et que je voudrais voir? Aide-moi à comprendre quand je me mets à ta place, qui fait que c'est absolument pas possible pour toi. Et aussi, prends ma place, en fait. Mets-toi à ma place de manager de cette équipe qui régulièrement se voit opposer que ce n'est pas possible, etc. Et comment, qu'est-ce que ça te fait, et qu'est-ce que ça te génère, et qu'est-ce que tu ferais donc si tu es à ma place. Donc je prends ce temps voilà, pour se mettre à la place de l'autre et inviter la personne à prendre ma place. Après, ça peut être très usant, en fait, hein. Donc c'est arriver à désamorcer en individuel et permettre à la personne au maximum de nous partager ce qui fait qu'elle n'arrive pas elle-même à décoller de cette situation-là. Une autre question d'Audrey, toujours là on est plus sur un collaborateur, donc j'imagine Audrey, tu es manager, donc quelqu'un de ton équipe, ou bon, c'est peut-être pas actuel, mais qui est plutôt hautain et toujours négatif, et ce que dit Audrey, c'est qu'il cherche la faille. Tu vois, là il y a plus une posture chez l'autre qui est pas forcément, tu dis le conflit, il faut qu'il y ait cette envie des deux parties d'en sortir et de trouver une solution. Là, si on est sur quelqu'un de négatif et qui en plus prend l'autre de haut, là, comment tu poserais les choses pour avancer sereinement dans cette gestion? Et ça s'exprime quand on est en réunion, c'est ça? C'est un peu... ah oui, d'accord. Je vois, ouais. Des personnes qui vont, j'imagine, dire ça, mais elle ne peut pas nous le partager, Audrey. J'essayais de m'imaginer la scène, en fait. C'est toujours, on le verra tout à l'heure, c'est arriver à questionner la personne, à accéder à ce qu'elle vit, qui l'autorise à prendre cette posture. Il y a des personnes mal intentionnées qui
intentionnellement vont avoir envie de faire un travail de sape. On les appelle aussi les passifs agressifs, ceux qui démontent tout un travail en dehors, etc. Mais je pense qu'ils sont assez peu nombreux. Il y a tous les autres qui ne savent pas comment manifester leur inconfort ou qui n'arrivent pas à faire autrement et qui vont avoir une manière de l'exprimer qui est inadaptée. Donc moi, j'ai tendance à faire du one-to-one et à faire l'effet miroir, en fait, à expliquer à la personne. Alors, en réunion, l'autre jour, lorsque j'ai présenté voilà ce que tu as dit, et de reprendre les mots, en fait, de la personne. Vous savez, c'est la puissance de cet effet miroir. Je t'ai entendu me dire, Grégoire, la dernière fois qu'on a été en réunion ensemble, c'est vraiment n'importe quoi, qu'est-ce qui a pu avoir des idées comme ça, etc. Donc j'ai vraiment besoin de mieux saisir ce que tu veux me dire. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, Grégoire, factuellement, ce qui est compliqué pour toi, etc. En tout cas, j'ai tendance à sortir du collectif et à proposer à la personne voilà, que j'entends son insatisfaction et que je propose qu'on en parle en dehors, en fait. Et Stéphanie propose, lui demander ce qu'elle propose, justement. Ouais, c'est ce que ça. cette personne propose. De quoi elle a besoin, de quoi elle a besoin et que peut-être j'ai pas vu, en fait. Puisque j'imagine que si elle vit ça, ça doit être désagréable au quotidien. On a tous besoin que ce qu'on fait prenne sens. On a tous besoin de fermer notre PC le soir, quitter la porte du bureau et dire « Ah, j'ai fait du bon boulot, quoi. » Donc, il y a des jours où on n'a pas ce sentiment-là. Qu'est-ce qui nous a empêché de le faire? C'est quoi qui est un irritant? Top, merci Marion. Donc, j'ai passé rapidement toute la posture du manager, et puis vous qui êtes là, vous le faites. Quand on est manager, plus que les autres, on doit apprendre à regarder comment on fonctionne. On doit se connaître, en fait. Donc, j'ai mis en gras se connaître et puis écouter, qui sont pour moi deux choses qui peuvent apparaître hyper basiques et qui pour moi sont des choses assez dures. Je suis qui, moi, Marion Lambert, et je suis qui en tant que manager? C'est quoi mes zones de confort, mes zones d'inconfort? Quand j'aborde un projet, je l'aborde comment? Et donc, comment je vais faire en sorte de le présenter ou d'embarquer des membres de mon équipe qui fonctionnent pas comme moi, ceux qui sont jamais contents ou ceux qui ont besoin de beaucoup de rationnel, ceux qui ont besoin de voir qu'on va s'exprimer leur créativité, etc. Comment je fonctionne? Donc, c'est tout ce qu'on peut faire les uns et les autres, et vous le faites en venant à Up Together, vous le faites dans vos groupes de pairs, vous le faites en échangeant, vous le faites dans les formations que vous faites, de fait, si vous avez pu avoir accès, sans que ça soit normatif, mais à des inventaires de personnalité où on voit nos zones où c'est plus simple, nos zones où quand on rentre en stress, comment on réagit. Moi, j'ai une marotte, j'ai un truc avec les horaires. Toute mon équipe le sait. Ma frontière entre le respect des horaires, être en retard et l'irrespect, elle est hyper fine. Donc, j'ai dû bosser ça, parce que dans la vie d'une entreprise, on peut avoir du retard et c'est pas forcément une marque d'irrespect à mon encontre et tout ça. Donc, c'est un truc que j'ai dû travailler à titre personnel, mon rapport au temps, aux horaires, et c'est un truc que j'ai partagé avec mon équipe. Parce que ça vient évidemment aussi beaucoup se réveiller quand je vais confier et déléguer un projet à un membre de mon équipe qui va avoir un rapport au temps très différent de moi et qui va peut-être ne me donner aucun signe de vie du projet 2 jours avant l'échéance ou une journée. Moi, je vais monter dans les tours, et quand je monte dans les tours, je peux avoir un petit côté envie de savoir comment c'est fait, etc., voire de devenir contrôlante. Donc, il vaut mieux que je sache que c'est une zone d'attention chez moi. Et donc, on a posé une règle dans notre vie d'équipe sur la tenue des échéances et à quel niveau, quand est-ce qu'on met une alerte. Et moi, Marion Lambert, je dois me dire tout le temps que je n'ai pas d'alerte, c'est OK. Donc, c'est quoi ma manière de fonctionner? À quoi je suis hyper attentif? Est-ce que pour moi, ce qui va être essentiel, c'est la réussite, réussir un projet, avoir le résultat coûte que coûte, ou est-ce que je vais avoir une grande attention aux relations? Enfin, c'est très schématique, mais on voit souvent des modes dans les équipes s'opposer des gens qui vont être orientés résultats, et c'est top d'avoir des gens qui sont orientés résultats, qui nous poussent à y aller et tout, et ceux qui vont avoir besoin de consensus, d'être sûr que tout le monde est là, que tout le monde va se sentir entendu, cette grande attention à la relation, etc. Donc ça peut faire des grands clivages dans les équipes si on se dit pas, si on n'est pas en tant que manager conscient
qu'on a toutes ces couleurs dans notre équipe, qu'on va peut-être activer certaines couleurs sur certains projets, ou qu'on va avoir une attention si on confie quelque chose à quelqu'un où ça va être plus dur pour lui, voilà, les données chiffrées, parce que c'est pas son domaine, c'est un grand créatif ou une grande créative. Voilà, donc c'est important de savoir comment on agit, parce que aussi dans les moments de tension, les autres ils vont venir nous chercher sur des choses. On a tous il y a ces phrases, c'est pas de moi, hein, c'est Florentine Dolnoy, donc sur un autre champ, qui dit: mon problème avec toi, c'est moi. En fait, l'autre, il vient appuyer sur des zones de sensibilité chez nous. Il y est pour rien, il sait pas qu'il a appuyé sur un bouton qui fait que ça va faire des étincelles. Il vaut mieux savoir les uns et les autres qu'on a des endroits où on est moins confort, qui peut vite faire des étincelles. Et tous dans une équipe, on a ça. Avec le temps, on apprend à mieux fonctionner. Il y a des gens avec qui on va dire: ah, j'ai un feeling. Généralement, c'est parce qu'on a un câblage un peu identique, quoi. Et donc voilà, ce côté maître Yoda, apprends à te reconnaître toi-même. J'avance, Grégoire, parce que je vois que l'heure tourne. Il nous reste un petit quart d'heure, on est bon. On est bon. Donc ce grand chapeau de connais-toi toi-même pour apprendre à mieux fonctionner avec les autres, ça c'est quelque chose d'important. L'autre chose qui est si difficile, c'est d'écouter l'autre. Comment on fait pour écouter? On apprend dans les formations de manager aujourd'hui à écouter. Moi, quand j'ai fait mon cycle de coaching, on devait coacher l'autre sans dire un seul mot. Voilà. Partant du principe, on le sait, que plus de 80% de notre communication, elle est non verbale. Et dans notre quotidien de manager, moi, je parle de moi, on avance, quoi. Il y a des timings à tenir, etc. Et on peut passer à côté de cette écoute qui est tout ce qui n'est pas dit, tout ce non-verbal, tous ces messages qui nous sont envoyés de manière imperceptible. Donc, c'est hyper important d'avoir ces temps d'écoute dédiés, où finalement on écoute autant avec ses oreilles qu'avec son corps tout ce qui se passe dans notre collectif. Et une bonne manière de savoir si on a bien écouté, c'est tout ce que sont les enjeux de reformulation. Je peux passer 5-6 minutes à écouter Grégoire et puis partir dans mon bureau et imaginer que j'ai compris ce qu'il avait dit. Mais en fait, comment je sais comment je suis sûre d'avoir compris ce que voulait dire Grégoire? Et ben, pour moi, c'est l'outil le plus magique dans les relations humaines que je trimballe partout. C'est la reformulation. Alors Grégoire, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, la masterclass, elle va commencer à 11h, ça va se finir à 12h30. On va essayer de tenir le timing, mais aussi de favoriser au maximum les échanges. Toi, tu vas apprendre la posture, etc. Mais c'est hyper précieux sur des sujets où, pris dans notre quotidien de manager, moi, des fois, je suis convaincue que je sais un peu de quoi on veut me parler. Donc, peut-être que j'ai une écoute qui est sélective. Et déjà là, moi, Marion, le fait que tu dises ça, bon, moi, là, j'en accuse réception, ça me fait du bien de me dire, elle a compris. Et ça, déjà, moi, ça me fait redescendre en pression, en me disant, c'est chouette, déjà, on s'est compris. Exactement. C'est un moyen, on dit, de s'affilier à l'autre, en fait. L'écoute et donc la reformulation, c'est comment je dis à l'autre: je t'ai entendu, et d'ailleurs, c'est encore mieux, je crois que j'ai compris ce que tu as dit. Et tout ça avec ces enjeux de synchronisation, quand vous avez des personnes qui arrivent et qui sont très énervées dans votre bureau, etc., soit vous avez comme volonté de les faire redescendre plutôt en stress, et donc vous allez progressivement vous caler sur le ton de voix, mais vous progressivement ralentir votre ton de voix, et par mimétisme, la personne va pouvoir elle aussi descendre en tension. Soit justement, on est hyper pressé parce qu'avec Grégoire, il faut qu'on se dépêche, etc. Et on va se synchroniser sur le rythme de l'autre, etc. En tout cas, cette écoute qui embarque la synchronisation verbale, non verbale, donc le ton de voix, la manière de s'asseoir, etc. Merci Grégoire, c'est tout ce qui fait qu'on montre à l'autre qu'on lui donne de l'attention. Et dans toutes les questions que vous aviez les uns les autres, Philippe, Sophie, Audrey, c'est comment, même si quelqu'un, en tout cas moi je vais parler de moi, il m'agace parce que franchement la manière dont il m'a parlé tout à l'heure, c'était pas cool. Dans mon registre de valeurs à moi, j'ai trouvé qu'il était, que c'était pas une manière adaptée de me parler. Comment en recréant un espace d'écoute dédié, en lui renvoyant un peu en miroir ce qu'il dit, en reformulant, je peux essayer d'avoir accès à une autre forme de communication.
comment je lui renvoie aussi, avec tous les enjeux de communication non violente, etc., comment je crée un espace où on essaye de mieux se comprendre. Et comment on demande à l'autre, mais tu as sans doute une demande que je n'ai pas comprise. Est-ce que tu pourrais me dire, Grégoire, ce dont tu as besoin? Et puis, on va voir si c'est possible de le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui fait que tu as autant d'appréhension sur ce projet? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça n'a pas de sens, etc. En tant que manager, donc, on peut aussi être pris dans des jeux psychologiques. Donc, les jeux psychologiques, ils sortent de l'analyse transactionnelle. Hein, ils ont été créés par Eric Berne, qui, voilà, on va faire très rapidement, mais qui finalement part du principe que nous avons 3 états du moi en nous, qui sont le parent, l'adulte et l'enfant, et que on va activer ces états du moi dans les situations de relations que l'on va avoir. Et on va activer en fonction de ces relations, soit l'enfant, l'adulte ou le parent. Et ça va forcément pas créer les mêmes relations. On dit très schématiquement que le parent, c'est du domaine de l'appris. C'est ce qu'on a appris aussi en regardant le monde autour de nous quand on était enfant. L'enfant, c'est du domaine du senti, des émotions, de l'intuitif, etc. Et l'adulte, c'est celui qui est un peu entre les deux, qui emprunte aux deux et qui a cette position normalement un peu plus objective. Toujours est-il que dans la vraie vie, on va balader entre ces états du moi et on va, en le voulant ou non, être pris à partie dans des jeux psychologiques ou soi-même gérer des jeux psychologiques. Et ce triangle de Karpman, c'est celui que vous connaissez bien, qui est avec la victime, le bourreau et le persécuteur. Et c'est finalement, c'est des comportements que nous adoptons, évidemment, qui sont négatifs, hein, et qui sont des rôles tournants. Et soi-même, on peut prendre sur une échelle du temps assez réduite l'un des rôles, passer du sauveur au persécuteur, etc., consciemment ou inconsciemment. Et c'est hyper important en tant que manager d'appréhender ces jeux psychologiques, parce que en tant que manager, on vient souvent nous chercher pour devenir le sauveur. Pour celui qui va se sentir victime, qui va se sentir incompris, qui va donc celui qui va avoir l'art de se plaindre, ce que partageait, je crois, Audrey tout à l'heure, va être dans une forme de déni de sa responsabilité. Grosso modo, ce qu'il vit ne dépend pas de lui. Il est pour rien, hein, il est dans cette plainte. Tout le mal vient de son persécuteur, etc. Donc, il va aller chercher son manager à qui il va demander, mais sauve-moi, j'ai besoin de toi, etc. Ces jeux psychologiques, la première chose qu'ils mettent en place, c'est une déresponsabilisation, en fait. Quand on demande à quelqu'un d'agir pour nous, on se déresponsabilise. Et puis, dans le triangle de Karpman, on dit que le sauveur, c'est un rôle qui est narcissiquement gratifiant. C'est chouette de sauver les autres, et que au bout d'un moment, on peut se complaire dans ce rôle-là, et on prive les autres de leur pouvoir d'agir. Et d'ailleurs, Alain Cardon dit le sauvetage non demandé, parce que des fois, on va sauver les gens sans s'en rendre compte en étant manager, on va faire à la place, etc. C'est de la persécution. En voulant bien faire, on en vient à prendre un rôle qu'on ne nous a pas demandé d'avoir, de priver les autres de leur pouvoir d'agir, on en devient persécuteur. Donc voilà, c'est hyper important de se familiariser aussi avec ces jeux qui se mettent en place dans nos équipes, des jeux dans lesquels on est embarqué soi-même, des fois en voulant bien faire. Et j'accélère. On va avoir beau être un top manager, faire tout ça, avoir la bonne posture, etc. Il y a des fois quand même, il va y avoir de l'orcade qui va arriver. Il va y avoir de l'inattendu, des choses qu'on n'avait pas prévues. Il y a des tensions qui arrivent, et comment on fait? Donc, moi, j'aime bien parler du millefeuille. J'adore le millefeuille. Mais alors, le millefeuille, c'est un truc, ça demande d'être frais. Ça demande voilà, pour le manger, il faut qu'il ait la bonne taille. Autrement, ça devient vite un peu la galère. En fait, le millefeuille, c'est comme ce conflit. Pour moi, c'est comment ça va faire des couches. Et plus il va y avoir de couches, parce qu'on ne va pas peut-être être intervenu assez tôt, plus ça va devenir immangeable et indigeste. Donc, en tant que manager, il faut intervenir avant que ça devienne indigeste. Il faut intervenir parce qu'on va percevoir un signal interne. Soi-même, on a de l'intuition en tant que manager, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Donc, voilà, faire confiance à son intuition. Soit on va venir nous faire un signal externe. Grégoire, je ne sais pas si tu sens, mais dans ton collectif, là, où il y a Marion, j'ai l'impression qu'elle ne va pas bien, etc. Donc, c'est en tout cas faire quelque chose de ce qu'on sent, de ce qu'on pressent comme tension et autres.
après, c'est Socrate. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager? On peut essayer de poser les bonnes questions. C'est génial, comme les gens, quand on les interroge, ils ont souvent les bonnes réponses. Ils savent, grosso modo, à 100% du temps de ce dont ils ont besoin. Donc, voilà, c'est comment on interroge, ce qu'on a vu un peu avant, par tous vos exemples, comment on fait. Donc, j'accélère. Quelques outils. Ouais. Il y a peut-être la matrice, effectivement. Ouais, la matrice. Je vois les 5, là, il nous reste 5 petites minutes. Il y a une ou deux questions, eux aussi, qui vont tomber. Peut-être finir sur la fameuse matrice dont on parlait, et puis on va prendre une ou deux questions pour clore, Ouais. si ça te va. C'est super. Surtout, Grégoire, tu m'as dit que les managers d'Optcoder, ils sont plutôt habitués à être câblés solution et pas problème. Arrêtez de perdre du temps à chercher des causes à un problème, ça va pas nous aider. En fait, c'est les rois du questionnement ouvert. C'est génial. C'est la première chose qu'ils voient dans leur parcours, c'est comment aller visiter le monde de l'autre grâce aux questions ouvertes pour le mettre en autonomie. Et souvent, c'est un peu dur pour nous tous de ne pas couper le monde en deux avec nos questions fermées, mais effectivement, de ne pas être orienté problème, mais solution. Donc, comment je me prépare à des rencontres individuelles si j'ai des personnes dans mon équipe qui sont en tension, ou si moi je vis une tension avec quelqu'un. Donc je vous partage, c'est la matrice décisionnelle, c'est un outil que j'ai eu pendant une formation. C'est grosso modo, quand je me mets à la place de l'autre, dans la situation qu'il vit, dans le problème qu'il vit, qu'est-ce que je perds si la situation elle change, qu'est-ce que je gagne si la situation elle change, parce que on passe notre temps à faire des pour et des contre, et qu'est-ce que je gagne si la situation ne change pas, et qu'est-ce que je perds si la situation elle change pas. Dans les conflits, quand un conflit intervient, il a toujours un rôle pour nous. D'ailleurs, qu'on en ait conscience ou pas, je disais dans les conflits familiaux, des fois on est en conflit parce que c'est le moyen qu'on a trouvé de pas se séparer, parce que des fois ça peut être difficile et on préfère rester en conflit avec l'autre que de plus le voir. Dans les entreprises, dans les relations, dans les conflits, ça peut être hyper intéressant de faire un pas de ce côté, ou soi-même manager, pour se mettre à la place de l'autre, c'est de regarder, mais si ça change, il va perdre quoi, celui à qui je vais demander peut-être d'arrêter d'envoyer des mails le week-end, qu'est-ce qu'il va gagner. Et puis si ça, et inversement, si on change rien, qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui perd. Donc ça, c'est une matrice, la matrice décisionnelle. Quand je prends une décision, voilà, je vais y gagner des choses et en perdre. Ça permet d'ouvrir son angle de vue sur ce qui est en train de se passer, sur ce que l'autre est en train de vivre, en fait. C'est aussi ce qu'on peut demander à des personnes qui sont impliquées dans un conflit. Si moi, Marion, je suis médiateur, et que je reçois 2 personnes, je vais leur demander de remplir cette matrice. Parce que je vais commencer à les faire cheminer sur l'idée que si elles sortent du conflit, il va se passer quelque chose, et qu'il va y avoir des pertes et des gains. Tu voulais que je continue, Grégoire? 28. Il y a le desk que vous devez connaître, qui est cette méthode de questionnement assez avec voilà, les 4 phases pour permettre à chacun de se sentir entendu dans son vécu, reconnu dans ce qui est son champ émotionnel, et finir finalement par trouver des solutions aussi co-construites. Et enfin, peut-être l'idée, parce qu'il est 29, on n'est pas tout seul en tant que manager. On peut faire de son mieux. Souvent, c'est quand même difficile d'être manager, c'est quand même une fonction pas simple. On est souvent pris dans les mondes de l'autre, et pas que son monde professionnel aussi. On peut être très vite invité dans le monde personnel de l'autre, parce que tu comprends, Marion, en ce moment ça va pas, etc. Il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. On le fait dans les groupes de pairs. Ça peut être avec les acteurs RH des entreprises qui peuvent donner des conseils ou prendre le relais. Et puis des fois d'autres acteurs externes en entreprise qui peuvent intervenir, des coachs, des médiateurs. En tout cas, se dire que il faut agir, mais que agir, ça ne veut pas dire porter seul toutes les actions qui vont être à poser. Top, merci beaucoup. On avait une dernière question alors il y a Nadia qui est en train de taper, mais il y avait Audrey. Alors on sort peut-être un peu du conflit, mais quand même c'est intéressant. C'est comment rassurer une collaboratrice sans cesse stressée qui fonctionne à l'affect. Et donc ça génère peut-être des conflits pour Audrey. Est-ce que là tu as une reco? Ouais, j'ai plein de questions surtout. Et j'imagine qu'Audrey lui a demandé ce dont elle avait besoin, et que évidemment elle a dû mettre en place tout ce dont elle avait besoin. J'aurais besoin de savoir ce que ça veut dire fonctionner à l'affect. C'est
peut-être qu'est-ce que aurait besoin cette personne pour se sentir en sécurité dans les relations professionnelles, puisque quand si on met de l'affect, c'est qu'on va être très attentif, voilà, aux relations. Donc demander à cette personne ce qui lui manque, et puis est-ce qu'elle en a conscience d'être dans ce entre guillemets ce schéma-là de l'affect. Top, merci beaucoup. Il nous reste, on a dépassé d'1 minute. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour tous ces échanges et pour vos interactions. Un grand merci Marion. On a le fameux petit rituel. Si tu devais donner un seul et unique conseil, un seul, hein, là cet après-midi, les conflits c'est la vie. On les voit d'une autre manière. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de vous demander comment vous vous sentez après cette masterclass par rapport aux conflits. J'imagine que vous avez tous faim. Mais est-ce que vous voyez les conflits dits différemment? Mettez-les dans le chat, on serait très curieux de le savoir. Si tu avais un conseil, Marion, le premier micro-changement qu'on peut faire, ce serait quoi? C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Bah, c'est dur parce que en plus, tu l'as dit, on est face à un public de personnes qui ont l'habitude d'aller visiter le monde de l'autre. Moi, un conseil, c'est il est rare d'être face à des gens qui sont mal intentionnés. Des gens, ceux qui nous grattent, ils sont peut-être maladroits, etc., mais rarement mal intentionnés. Donc c'est la tarte à la crème. Mais moi, j'ai tendance à regarder les autres avec beaucoup d'amour, en fait, beaucoup d'humilité. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Des fois, je me fais tout un monde, je me dis, mais je vais pas savoir faire. Et en fait, c'était tout simple, la demande de l'autre. Top. Regardez les autres avec amour et avec humilité. C'est joli, ça. Euh, un grand merci, Marion. C'était vraiment très, très chouette comme masterclass. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous au mois de mars. C'est Julien Estier qui viendra nous partager comment manager les intergénérations. Donc là, un tout autre sujet, des besoins qui sont pas les mêmes entre une jeune génération qui arrive sur le marché du travail et les seniors qui sont, c'est un peu dans l'actualité, voilà. Donc vous avez des équipes où il peut y avoir ces différences d'âge, d'attente, de culture. Et Julien va nous partager comment bien manager ces équipes pluri-âge. Voilà, donc rendez-vous au mois de mars. Et encore une fois, un grand merci Marion. Merci à toi, merci à tous. Au revoir.